va maintenant reprendre notre ressort, sauf que cette fois-ci, on va considérer un système amorti. Autrement dit, on va plonger notre ressort dans une cuve qui contient un fluide d'une certaine viscosité, de sorte que les frottements ne soient pas négligeables. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait écrit seulement le poids et la réaction, la force de rappel en tant que force. On avait négligé les frottements, comme on le fait d'habitude dans un exercice de mécanique, tant qu'on ne dit pas qu'il y a des frottements. Sauf que cette fois-ci, on ne pourra plus négliger les frottements. Et donc, on va devoir prendre en compte cette force. Ça va nous donner ce qu'on appelle un oscillateur amorti. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rappeler son équation en l'établissant, avec la méthode dynamique comme on a fait la dernière fois, sauf qu'on a fait pour oscillation libre. Et ensuite, on va chercher à donner l'allure de latitude y de t en fonction de la valeur du coefficient de frottement lambda. Voilà, donc on y va. Comme d'habitude, on applique la méthode dynamique. Première chose, repère. On va aller vite puisqu'on a déjà fait dans la vidéo de l'oscillateur libre, que je vous invite à re-regarder si jamais c'est pas déjà fait. Donc, d'abord, on définit le repère, comme d'habitude. Ici, ça va être le même. On avait dit que c'était un repère cartésien, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça soit en cylindrique. Donc, on appelle J le vecteur unitaire des coordonnées cartésiennes qu'on dirige vers le bas. On appelle Y l'altitude. Ensuite, on fait un bilan des forces. Donc, je vous rappelle qu'on avait trouvé comme force, la dernière fois, le poids P qui est égal à mgj, et la force de rappel, Fr, qui est égale à moins K, facteur de y moins y0 selon J, sauf qu'on avait décidé qu'on plaçait l'origine en la longueur à l'équilibre, ce qui nous donnait simplement moins KY, J. Et excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit I, mais c'était bien évidemment J, pour justement ce vecteur-là. Ensuite, avant on s'était arrêté là, mais maintenant il va également y avoir une force de frottement, qu'on va appeler petit f. Et je vous rappelle l'expression des forces de frottement. La force de frottement est égale à moins lambda V. Ok ? Donc, moins lambda V, ça veut dire que la force, elle va être opposée à la vitesse. Plus on va vite, plus il va y avoir des frottements qui vont nous résister. Maintenant, on rappelle l'expression de la vitesse en coordonnées cartésiennes. C'est c'est y.j. Finalement, ça nous donne que la force de frottement est égale à moins lambda y.j. Voilà donc pour nos trois forces. Maintenant, troisième étape, on applique le PFD. Donc, je vous rappelle juste qu'on prend en compte la force de frottement seulement si c'est précisé dans l'énoncé, ou bien si le schéma le montre explicitement, comme par exemple une cuve avec une certaine viscosité. Je vous rappelle que la viscosité, c'est justement ce qui détermine la valeur du coefficient lambda. J'ai dit je le rappelle, mais peut-être qu'il y en a pour qui on le découvre justement. C'est plus lambda va être élevé, plus le fluide va être visqueux, plus la valeur de lambda va être importante. On applique maintenant le PFD, troisième étape, qui nous dit que ça, ça va être égal à la masse fois l'accélération. Finalement, ça sera sensiblement la même chose qu'avant, sauf que maintenant, on a les frottements en plus. Ça nous donne donc que mgj moins kyj plus les forces de frottement, donc ça veut dire moins lambda y.j, est égal à masse fois l'accélération. Et on avait dit qu'avant l'accélération en cartésienne, c'est m y.j. Voilà. Maintenant, quatrième étape, projection. On écrit tout ça en fonction des différents vecteurs. Ici, il n'y en a qu'un seul, c'est j. Donc finalement, l'équation devient mg moins ky moins lambda y point est égal à my point. Hop là, voilà. Maintenant, on va tout faire passer du même côté, et puis on va diviser par m. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner m, pardon, on avait dit qu'on divisait par m, c'est ce que je viens de dire en plus. Y point plus lambda sur m, y point plus k sur m, y moins g est égal à 0. Voilà. Peut-être que vous vous rappelez que vous avez déjà vu que ce qu'était une équation harmonique amortie, mais ici, si jamais on veut la retrouver, il va falloir qu'on fasse un changement de variable, le même que celui qu'on avait fait en fait la dernière fois, quand on avait parlé de l'oscillation libre. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à l'équilibre, on avait g qui était égal à k sur m, y équilibre. Donc ici, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire qu'on va factoriser par k sur m, puis après, on va faire un changement de variable, grand y est égal à petit y moins y équilibre. On va le redétailler ici tout de suite. Cette équation devient y point plus lambda sur m, y point plus k sur m, facteur de y moins y équilibre,
est égal à 0. Je rappelle qu'on avait trouvé cette relation, G est égal à K sur M, Y moins Y équilibre, enfin K sur M, Y équilibre, dans la première vidéo sur les oscillations libres, quand on considérait la situation à l'équilibre. Maintenant, on fait donc notre changement de variable, grand Y est égal, je vais le faire plutôt d'une autre couleur. On avait trouvé que, on avait posé que grand Y était égal à petit y moins Y équilibre. Ça nous avait donné du coup que grand Y point était égal à petit Y point, puisque quand on dérive ça, ça nous donne juste petit Y point. La constante quand on la dérive, ça nous donne 0. Puis, que quand grand Y point point était égal à petit Y point point. Voilà. Finalement, si on réécrit notre équation avec ce changement de variable, ça nous donne que grand Y point point plus lambda sur M grand Y point plus K sur M grand Y est égal à 0. Et ça, il y en a peut-être qui ont déjà vu cette équation, c'est justement ce qu'on appelle l'équation d'un oscillateur harmonique amorti. Alors, on va d'ailleurs lui donner une forme plus générale. En fait, la forme qu'on utilise d'habitude pour justement cette équation, ça va être celle-là. On écrit que un système harmonique amorti est régi par l'équation grand Y point point plus 2 gamma grand Y point plus oméga 0 carré grand Y est égal à 0. Voilà. Avec oméga 0 carré qui ici vaudra K sur M et 2 gamma qui sera égal à lambda sur M. On verra d'ailleurs pourquoi après on a décidé d'appeler ce truc-là 2 gamma et pas simplement gamma. Voilà. Je vous rappelle qu'on peut donner aux lettres, enfin on peut donner aux valeurs d'un problème les noms qu'on veut. Alors, on y va. Maintenant, il va s'agir de résoudre cette équation. Donc, ici, on ne détaillera pas exactement comment on trouve les solutions. Ça, je vous invite à regarder la vidéo du cours enregistré, si jamais vous avez envie justement de voir d'où ça vient. Mais ici, on va justement donner les 3 cas. Alors, on va voir qu'il y a 3 cas possibles en fait, et donc 3 types de solutions pour cette équation. D'abord, il faut savoir que cette équation elle est associée à une équation caractéristique. Cette équation caractéristique, elle va être égale à R carré plus 2 gamma R plus oméga 0 carré est égal à 0. Voilà. En fait, cette équation caractéristique, on la trouve en disant que grand Y doit nécessairement être de la forme d'une exponentielle, et puis ensuite, quand on remplace du coup par l'exponentielle ici, eh bien, ça va nous donner cette équation caractéristique quand on simplifie tous les termes. Voilà. Ensuite, donc cette équation caractéristique, vous remarquez que c'est exactement la même qu'ici, sauf qu'on remplace les dérivés d'une variable Y par les puissances d'une variable R. Voilà. Et maintenant, on va devoir résoudre cette équation, et si on résout cette équation, ça nous donnera les signes, enfin ça nous donnera les solutions de l'équation originale, qu'on va d'ailleurs appeler E. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on résout une équation polynomiale de degré 2 ? Et bien pour ça, il faut qu'on calcule le discriminant delta. Alors, on y va. On a que delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. C'est un polynôme avec b qui est égal à ça, a qui est égal à ça, donc à 1, et c qui est égal à ça. Ça nous donne donc 2 gamma au carré moins 4 oméga 0 carré. Voilà. Et donc finalement, si on décide de développer le carré et puis de factoriser par 4, ça va nous donner 4 facteurs de gamma carré moins 4 oméga 0 carré. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi un 2 pour le 2 gamma ici, parce que comme ça on peut factoriser et ça nous simplifie déjà un peu la vie. Alors vous remarquez que j'ai fait une erreur, c'est que justement j'ai laissé le 4 dans la parenthèse alors que je viens de dire qu'on factorisait. Voilà du coup. Hop là. Donc ça, c'est notre discriminant. Maintenant, vous vous rappelez peut-être que, en fonction du signe de ce discriminant, on va avoir des solutions différentes. Si on a delta qui est supérieur à 0, on aura 2 racines réelles. Si delta est égal à 0, on aura une racine double. Et si delta est inférieur à 0, on aura 2 racines complexes conjuguées. Je précise d'ailleurs que racine, c'est la même chose que solution. Voilà. En général, quand on parle de polynôme, ça nous arrive de parler de racine. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on traite ces 3 cas différents. Et ça nous donnera du coup 3 solutions différentes pour grand Y. Et donc, on pourra répondre à la question, donner l'allure de Y en fonction de lambda. Je vous rappelle que gamma, c'est égal à lambda sur 2m. Alors, on y va, je vais juste réécrire le discriminant là-haut, et en fonction des différents cas, on va donner les solutions. Comme dit, je ne les redémontrerai pas ici, parce que la démonstration est assez longue, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le cours, là où on explique comment est-ce qu'on trouve ces solutions. Donc, on avait trouvé que delta était égal à 4 facteur de gamma carré moins oméga 0 carré.
on va traiter les trois cas. D'abord, si on a delta qui est supérieur à 0, ça veut dire, autrement dit, qu'on a gamma qui est supérieur à oméga 0. Voilà. Autrement dit, lambda sur 2m est supérieur à racine de k sur m. Ça nous fait donc une des valeurs de lambda. Okay, je vais devoir l'écrire, puisque nous, on parlait vraiment des valeurs de lambda. Ça nous fait du coup que lambda sur 2m est supérieur à racine de k sur m. Voilà. Donc là, on a bien une des valeurs de lambda possibles et on va donner les solutions en fonction de cette valeur de lambda. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler les frottements forts. Pourquoi? Puisque comme on a lambda qui est supérieur à une certaine valeur. Et lambda, ça représente les frottements, ça représente la viscosité dans notre fluide. Alors, pour les frottements forts, les solutions elles vont être de cette forme-là. Y, donc les solutions de l'équation différentielle qu'on avait établie juste avant, ça va être Y est égal à exponentielle de bêta t, en fait A exponentielle de bêta t, plus B exponentielle de moins bêta t, facteur de exponentielle de moins gamma t. Voilà, avec bêta, qui est un autre champ de variable qu'on a posé pour nous simplifier un peu les calculs, qui est égal en fait à racine de gamma carré moins oméga 0 carré. Voilà, ça c'est la valeur de bêta, on a décidé de le poser tel qu'il valent ça. Voilà donc la forme des solutions de grand Y. Et donc finalement, comme nous on cherche les valeurs de petit y, je vous rappelle que grand y est égal à y moins y équilibre, et bien on peut dire que petit y est égal à ça plus y équilibre. Ça ne change pas grand chose, on pouvait d'ailleurs parfaitement le laisser comme avant, mais ici on va juste chercher à bien répondre à l'énoncé, et donc à donner les valeurs de petit y. Voilà, on a donc cette solution, et c'est ce qu'on appelle justement le régime apériodique. On va voir pourquoi justement on parle de apériodique. Alors, pour ça on va tracer le graphe de notre fonction. Donc, je vous rappelle, A fois une exponentielle, plus B fois une exponentielle inverse, tout ça fois une autre exponentielle inverse. Ok. Alors, si jamais on décide de tracer cette fonction en fonction du temps, ça va nous donner ça. On a le temps, on a l'altitude Y, et en fait, on va voir que Y, si jamais on lâche notre ressort et qu'on fait ça, et qu'on a bien la condition delta supérieure à 0 qui est vérifiée, eh bien, on va avoir quelque chose comme ça. Hop là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que notre point, on va le lâcher, puis il va doucement revenir à sa position initiale. Comme ça. C'est pour ça, en fait, qu'on parle de régime apériodique. Je rappelle que tout à l'heure, quand on avait l'oscillateur harmonique libre, eh bien, ça oscillait comme ça, selon une fonction cosinus ou sinus. Ici, on perd tout le caractère harmonique, tout le caractère périodique de nos oscillations. En fait, il n'y a plus d'oscillation du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de régime apériodique. Ça, c'est donc la durée de y de t, si jamais on a lambda, qui a une certaine valeur. Lambda telle que delta supérieur à 0, autrement dit, lambda sur 2n supérieur à oméga 0. Voilà. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au cas où delta est égal à 0. Autrement dit, quand on a gamma qui est égal à oméga 0. Et on va voir qu'on va parler à ce moment-là de régime apériodique critique. On va voir ça tout de suite. On va tout de suite voir pourquoi on a ça. Donc, on traite maintenant le cas où on a delta qui est égal à 0. Et cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a gamma qui est égal à oméga 0. Et on parle donc de régime apériodique critique. Pourquoi? Parce que nos solutions s'écrivent de cette forme-là. Grand Y est égal à A plus BT exponentielle de moins gamma T. Voilà. Alors, cette fois-ci, on a donc A et B qui sont toujours des constantes, qui sont des constantes du problème qu'on va devoir déterminer, et on voit que cette fois-ci, il y a un terme en T qui apparaît ici. En fait, ça c'est une conséquence mathématique de ce qu'on appelle le chevauchement de solution. Encore une fois, je vous laisse voir la vidéo du cours si vous avez envie de voir d'où viennent ces résultats. Mais ici, il va s'agir de s'en souvenir et de pouvoir redonner justement les solutions en fonction du problème. Voilà. Mais je vous encourage bien évidemment à comprendre d'où ça vient si jamais vous avez le temps et la motivation. Donc, on a Y qui a cette forme-là. Donc, on a toujours l'exponentielle décroissante, sauf qu'on n'a pas d'exponentielle ici pour compenser en quelque sorte. Du coup, on va parler de régime apériodique critique, puisque on va avoir un graphe qui aura cette forme-là. On a T ici, on a Y là, grand Y. Bon, comme d'habitude, je devrais faire le changement de variable, grand Y est égal à petit y moins Y équilibre. Mais ici, on va pas le faire puisque c'est juste une formalité du coup, comme on l'a vu.
Et finalement, cette fois-ci, les oscillations, enfin la détente vers le zéro, ou vers la position d'équilibre, va être encore plus rapide qu'avant. Ça va nous donner quelque chose de cette forme-là. Voilà. Alors que lorsqu'on avait le régime apériodique au départ, c'était plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Pardon, ça tend vers 0 après, ça dépasse pas 0. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de régime apériodique critique, ou également de frottement critique. Les frottements ont une valeur critique. Ça vient du fait que ça va être le cas le plus extrême, ça va être beaucoup plus tranché que lorsqu'on avait le régime apériodique. Voilà. Donc ça c'était pour le cas delta est égal à 0. Maintenant il nous reste un dernier cas à se traiter, le moment où le discriminant est négatif, et cette fois-ci, on espère bien qu'on va retomber sur quelque chose de sinusoïdal. Sinon le terme d'oscillateur harmonique n'aurait plus aucun sens. Alors, on y va, et vous allez voir que oui, c'est le cas. On va montrer ça tout de suite. Donc, sur un delta qui est inférieur à 0, ça veut dire cette fois-ci que gamma est inférieur à oméga 0, et on parle maintenant de frottement faible. Ici, on écrira donc que grand Y est égal à A cosinus de oméga t plus phi, ok, exponentielle de moins gamma t. Voilà. Alors, déjà, première remarque, on retombe sur une forme qui ressemble beaucoup à celle de l'oscillateur harmonique. En fait, si jamais on a gamma qui est égal à 0, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement ici, puisque je vous rappelle que gamma c'est lambda sur m, donc il dépend des frottements. Si jamais on n'a pas de frottement, donc ça c'est égal à 0, on a l'exponentielle du coup qui vaut 1, et on peut simplifier. Enfin, et du coup ça nous donnera ça, on retombera sur l'oscillateur harmonique libre, A cosinus de oméga t plus phi, qui est donc des oscillations. Sauf que cette fois-ci, il va donc y avoir ce terme qui va moduler notre solution. Autre remarque, ici on a un oméga, c'est pas la même chose qu'oméga 0. En fait, ce oméga, il est égal à racine de oméga 0 carré moins gamma carré. Ça commence à faire beaucoup de changements de variables différents, alors n'hésitez pas à les noter puis à les apprendre. Voilà. Donc, et on remarque là aussi que si jamais on a pas de frottement, on a gamma qui est égal à 0, et donc on a oméga qui est égal à racine de oméga 0 carré, et donc qui est égal à oméga 0. Voilà. Et maintenant, finalement, à quoi ressemble notre graphe dans ce cas-là? Eh bien, on a un cosinus, donc on s'attend à ce que ça aussi, sauf qu'en plus, on a une exponentielle qui va faire baisser tout ça. En fait, notre solution va avoir cette forme-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même cosinus qu'avant, sauf que cette fois-ci, ça va baisser de plus en plus, et ça vient de l'exponentielle qui a tendance à décroître comme ça. Voilà. On parlera cette fois-ci de régime pseudo-périodique. Et il aura donc cette forme-là. Voilà. On a terminé maintenant pour l'oscillateur amorti. C'est donc toutes les solutions qu'il fallait connaître. Ce que je vous conseille, même si je déteste dire ça, ça serait d'apprendre justement ces trois types de solutions par cœur, ainsi que les changements de variables qui sont associés. Par exemple ici, oméga est égal à racine de oméga 0 carré moins gamma carré. Et si jamais vous avez le temps, d'apprendre d'où viennent ces solutions. En fait, si jamais vous avez suivi un cours de mathématiques sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2, vous avez peut-être déjà vu cette allure-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà donc les trois solutions pour l'oscillateur harmonique amorti.